Je me souviens de lui si clairement. Pendant plus de 3 ans, il a été notre voisin. En pensant à lui, j'ai l'impression de le voir revenir dans de ses nombreux voyages pour renforcer les jeunes des éclaireurs israélites. Rachel m'a annoncé qu'il doit arriver et a stické toute la maison. Et en son honneur, a revêtu les enfants de leurs plus beaux habits. Ça y est, je l'aperçois qui grimpe le sentier, grand, élancé, son sac sur l'épaule avec sa flûte légendaire. Léo ne se sépare jamais de sa flûte. Et ce n'est pas une petite flûte ordinaire, mais une grande flûte alto en bois également. Il s'approche et me voit, et m'adresse un de ses merveilleux sourires. Bonjour, comment ça va? J'appelle Rachel, Rachel, il est arrivé. Et elle sort à sa rencontre, rayonnante, tandis que je regagne notre appartement, toute timide. Voilà, on a des pièces, Des témoignages, des photos des documents, et des lettres. Parfois, on manque de matière. De matériaux, Ça a été brûlé, détruits volontairement. oublié. Des témoins se taisent, D'autres qui n'ont rien vu parlent. des rumeurs Des interviews sont décevantes. n'apportent rien de ce qu'on attendait. oui, mais là ce n'est pas le cas. Mais comment faire? Pour mieux le connaître, Comment dire? ce qu'il était, Ce qu'il a laissé. ce qu'il a semé. Léo Cohen, juif, a organisé les camps de l'EIF et sauvé beaucoup d'enfants. Musicien, il joue très bien de la flûte alto. Religieux, il dispense dans les camps un enseignement hébraïque. Il meurt à 31 ans, en déportation, après avoir été arrêté dans une petite gare près de Toulouse, où il se trouvait accompagnant un groupe de jeunes pour leur faire passer la frontière espagnole. Il faisait partie du convoi numéro 77, le dernier parti de Drancy, vers Auschwitz. Ça, c'est la biographie. Des mots précis qui décrivent des faits et des lieux. Mais ça suffit pas. L'émotion, comment la toucher? C'est ça qu'on cherche. Bah, partons du commencement, des témoignages. On n'a qu'à jouer les scènes qui nous sont apportées par des témoins. On a plusieurs témoignages. Rachel, sa femme et Shimon Amir. Par lequel on commence? Bah, Abel d'abord. Un jour, j'arrive à Toulouse et j'apprends que Léo vient d'être arrêté. Notre groupe avait déjà gagné le pied des Pyrénées en attendant de passer en Espagne. Et Léo, avec un autre groupe, devait les rejoindre. Il y avait une souricière à la petite gare près de Toulouse où il devait prendre le train. Et à un autre moment dans son livre, le 14 mai, Robert Galzon donne à Léo Cohen les dernières instructions pour le groupe qu'il doit mener jusqu'en Palestine. Le 16 mai, Léo fait ses adieux au petit groupe qu'il a dirigé et parcourt la gare, distante de 20 km. Il est arrêté à la gare. À peine arrivé dans la salle des pas perdus, 2 hommes en civil se précipitent sur lui et crient en allemand « Nous te tenons, cochon de juif !» deux autres personnes sont arrêtées avec Léo. Des 3, une seule a survécu, Abraham Bock, témoin de la scène et faisant partie du même groupe, n'est pas inquiété. Il parvient à se mêler à la foule des voyageurs, descendant d'un train, et à se sauver. Mon époux Rachel, il a été pris à Toulouse le 26 mai 1944. Quelqu'un qui connaissait son activité l'a dénoncé. On ne sait pas qui. Et au moment où il montait dans le train, il a été arrêté par la Gestapo. Il avait sur lui le nom de tous les jeunes qui devaient partir avec lui en Espagne et il a mangé ses papiers. Tous les jeunes ont pu passer la frontière malgré bien des difficultés car ils se sont organisés eux-mêmes et sont finalement bien arrivés en Espagne. Mais c'est curieux. Les dates ne correspondent pas vraiment. Le 16 ou le 26 mai? J'aurais plutôt tendance à faire confiance à Amel, là. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'il donne une autre date avant, le 14. En plus, c'est tiré d'un livre qu'il a écrit, donc relu, où les nombreuses dates s'enchaînent. Et puis Rachel ne semble pas avoir une mémoire très précise des dates, évoquant une lettre datée du 6 août de Drancy de Léo, alors que le convoi 77 est parti le 31 juillet. Ça fragilise son témoignage. Bah non, pourquoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Même les dates peuvent être floues. C'est l'esprit qui compte. Au-delà des faits, c'est un homme que nous cherchons. Bah, jouons dans ça alors. Il y a plus de personnages que prévu. Léo d'abord, les enfants. Combien? On ne sait pas, peut-être 10, 15. Et puis ce sont des jeunes, pas vraiment des enfants. Ensuite, il y a les 2 personnes arrêtées avec Léo, Abraham Bock qui parvient à se mêler à la foule, et puis les 2 types de la Gestapo. Donc au minimum 15 personnes. Et la foule des voyageurs. Bon, jouons, on va voir ce qui leur sort.
Arrête-toi, cochon de juif! Recrache ce papier. Tu veux pas le recracher? Non. On t'emmène. Alors? Ça va? Oui, mais je suis pas d'accord, c'est à peine arrivé dans la salle des papercus, c'est pas là. Mais bien sûr que non, c'est au moment où ils montaient dans le train. Avec la question, il faut choisir le plus spectaculaire, le plus vraisemblable, le plus signifiant ou le plus porteur d'émotion. Et puis j'ai envie de venir en vélo. C'est probablement ce qu'il a fait. Il paraît qu'il devait parcourir 20 km pour arriver à la gare et il se déplace toujours en bicyclette. C'est sa fille qui le dit. Bon, mais là vous êtes arrêté à l'arrestation de Léo. On peut, mais on peut faire aussi l'après Léo, c'est-à-dire après l'arrestation. Tous les jeunes ont pu passer la frontière et sont finalement bien arrivés en Espagne. Car c'est ça le but de la vie de Léo, sauver des jeunes. En jouant la suite du voyage du train, on lui rend justice. On la rejoue? Hé, toi! Arrête-toi, cochon de juif! Qu'est-ce que tu veux mettre dans ta bouche? Un papier? Non, tu veux pas le recracher? Regardez, c'est lui. C'est Léo. Il joue de la flûte. Il emmène les jeunes en Espagne. Jours auparavant, Rachel et les 3 enfants sont partis pour la Suisse. La famille passe la frontière suisse le 2 mai 1944. Mais non, c'était le 7 mai. Mais non, les dates, toujours. Pour Ahmed, c'était le 2. Qui a raison? Bah moi. Non, c'est moi. Léo a accompagné sa famille jusqu'à Annecy. Jusqu'à Anne Les Là, dates, c'est même elle qui doit mieux savoir. ça c'est Rachel, sa femme, et maintenant Noémie, sa fille. Je me rappelle très bien quand on est passé en Suisse. Je me rappelle très bien où on a marché, où mon père m'a dit au revoir en se retrouvant en Palestine. Et il m'a donné une bénédiction. Ah bah voilà! On a des éléments là! Oui, bien sûr. Peut-être ce n'est pas ce qu'on attend. Les dates et les lieux sont contradictoires. Quant au passage de la frontière, on n'avait pas beaucoup d'indications. On a marché. C'est vrai. Les éléments les plus importants de ces témoignages ne sont pas là. Ils sont dans la prière avec son fils Ariel et la bénédiction donnée à sa fille Noémie. L'aspect religieux? Oui, tous les témoignages insistent là-dessus, sur son charisme lié à sa conscience juive. Je me souviens que Rachel a dit que son souci majeur était de rester optimiste et de se montrer digne de sa qualité de juif et d'être humain. Bon bah, on essaie quand même de la jouer. Nous avons Léo, puis Rachel, les 3 enfants, et Marianne, c'est qui les a fait passer. Alors, vos impressions? Il manque encore une chose essentielle, non? Comme quoi? Je sais, la narratrice. Oui, pas simplement l'enfant qu'il était, mais l'adulte, le témoin qui fait le récit de l'allaitement. Et nous? Nous? Bah oui, nous. Il faut bien montrer que c'est nous qui faisons cette recherche. Nous sommes le regard d'aujourd'hui. Mon père est resté en haut, à côté d'un arbre. Et il a dit au revoir en mettant la main à hauteur de sa tête.
Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Ni des pas aimés, des armes, sentinelles jour et nuit, et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté, chérie, je dirai tu es à moi. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer, aimer. Des enfants, un train, l'histoire se répète. C'est la lettre du 6 août 44 de Drancy reçue par Rachel. Il ne me reste que 2 minutes. On attend pour porter la lettre. Je pars en direction inconnue. Pour Auschwitz, D'après Rachel, oui, mais Amel lui parle du camp du Struthof. Décidément, ils ne sont pas d'accord. Oui et non. En fait, le camp du Stutthof, c'est après. Tous les déportés du groupe 77 sont tous arrivés à Auschwitz, mais ceux qui n'ont pas été gazés tout de suite ont parfois été envoyés dans d'autres camps pour travailler. Et dans ce train, il y a 300 gosses. J'ai fait des pieds et des mains pour les accompagner dans leurs wagons, mais c'était impossible. Les hommes seuls subissent un régime plus dur et sont enfermés à part. Ces 300 enfants ont été directement envoyés à la chambre à gaz. Léo, lui, a survécu quelque temps. Il est mort après la libération d'Auschwitz. mais alors il est mort à Auschwitz ou dans le camp de Struthof en Pologne ou en Alsace? Non pas le Struthof en Alsace, mais le Struthof en Allemagne. C'est Si à la fois précis et confus. Si je comprends bien, voilà un homme qui est mort dans 2 endroits en même temps. Et il s'était trouvé dans 2 lieux. Si je comprends bien, voilà un homme qui est mort dans 2 endroits. Il s'était trouvé dans 2 villes en même temps. Et il a été arrêté dans 2 lieux différents. Oui voilà, c'est ça la Shoah. Les nazis ont tenté d'effacer toutes les traces. Alors, parfois, il ne reste que des témoignages, des souvenirs, de longtemps après. On croit se souvenir. On se souvient de ce qu'une personne a raconté, en oubliant justement que ce n'est pas elle qui l'a vécu. Plus il y a des personnes qui se souviennent, plus il y a des versions différentes. Ah mais c'est désespérant. On ne peut être sûr de rien. Qui croit en toutes ces versions différentes? Toutes, elles sont toutes vraies. Elles racontent toute son histoire. La sienne qui se confond dans la grande histoire, à la fois exemplaire et singulière. Une figure légendaire dans sa simplicité, non pas double, mais multiple. À propos, c'était quoi son nom totem, lui, le scout? Tu sais, dans les témoignages, on lit il y a Castor, Pivert, enfin, ils ont tous des noms d'animaux. Mais c'était quoi le sien? Pas comme un chef indien, Crazy Horse, Sitting Bull. Là, on n'avait pas un totem. C'était lui, le totem. Lautrec le 16 février 1942. Nous sommes à Lautrec depuis la fin du mois de janvier 1941. J'ai la direction spirituelle et juive du chantier rural de Lautrec. Nous sommes en même temps école et une sorte de kibbutz. Mais la préparation de mes cours et cercles et activités sabbatiques m'occupe si entièrement que, pour ainsi dire, je ne suis agriculteur ou paysan que de nom. Je continue à envoyer ces contes midrashim et j'ai constitué un fichier de chants hébraïques. J'ai formé et je dirige une chorale et une petite troupe dramatique. C'est lui qui m'a appris à jouer de la flûte quand j'avais 4 ans et demi. Je me rappelle aussi un Shabbat. On avait chanté et marché autour de la table au rythme de la chanson. Moi, j'ai un souvenir de petite fille.
Pour la fête de Pessa, à la fin, quelqu'un chante le même mot plusieurs fois. Généralement 2 fois. Léo m'avait donné la responsabilité de le faire, et j'ai dû le chanter 12 ou 13 fois. Aussi, c'est lui qui m'a appris à puiser l'eau d'un puits. Oui, il y avait un endroit. Un puits, on prenait de l'eau. Je m'en souviens. Quand on ne sait pas puiser, le seau reste à la surface de l'eau. Il faut le balancer de droite à gauche, jusqu'à ce qu'il prenne un peu d'eau, puis il plonge et en prend davantage. C'est lui qui m'a appris ça. Oh, et je me souviens d'un conte, je vais te le raconter. Antipka avait la femme la plus méchante de tout le pays. Plus elle vieillissait, plus ça allait mal. La crierie n'en finissait plus dans la maison. Alors, Antipka cherchait un moyen de se débarrasser de la méchante femme. Un jour, il rentra de son bois. Écoute, chérie. Nous serons riches. Je te parerai comme un pan. Viens de trouver un trésor, là-bas dans le puits. Ah bon? Mais y a pas de trésor là. Mais si, regarde, ça ne fait que briller d'or. Mais je vois rien moi. Mais penche-toi plus. Oh! Est-ce qu'Antipka la tenait? La poussait-il? Tombait-elle elle-même? Le fait est qu'elle est tombée dedans. On jouait à côté du château de Lautrec. Un jour, on jouait dans la forêt et il y avait des trèfles. On nous a dit de chercher un trèfle à 4 feuilles. Si vous trouvez un trèfle à 4 feuilles, la guerre s'arrêtera et nous serons libres. Mais aujourd'hui encore, je continue d'en chercher. Nous avons l'espoir qu'ainsi, nous nous préparons à notre alia, et que dès que la grande tornade sera passée, nous pourrons venir vous rejoindre là-bas. Léo Cohn, chantier rural de Lautrec, lettre à la famille William Cohn, Tel Aviv, Palestine, interceptée par la police française. Excellent. On va faire une tournée de concerts. Nous avons 3 dates pour le mois prochain. Une à Toulouse, une à Marseille et une à Montpellier. J'en ai trouvé un. Un jour, à Auschwitz, durant l'appel du soir, on demanda des flûtistes et des violonistes pour l'orchestre du camp. C'est ce soir-là que nous vîmes Léo Cohn pour la dernière fois. Lorsque je le recherchais le lendemain, j'appris ce qui s'était passé. Léo fut pris dans une rafle dont le but était de dépister ceux qui désertaient le travail pour aller se réfugier dans les blocs vides. Il eut beau expliquer au SS que c'était une erreur et qu'il était convoqué comme musicien,
Ils ne le crurent pas et l'embarquèrent dans un convoi pour les mines de sel de Silésie. J'en conçus un immense chagrin, et maintenant que j'écris, les larmes me montent encore aux yeux. Ainsi, ce serait en essayant de rejoindre un orchestre que Léo aurait été envoyé dans un autre camp? Peut-être.
me souviens que quand les enfants de Léocone sont venus, ils étaient émus. Eux me diront que je leur ai servi à manger. 7e C qu'on a tous chanté ensemble. Et non, elle était quand Naomi a joué de la flûte. Yo me acuerdo cuando los hijos de Leocón nos han dado los regalos. Я помню, quand maman Napoléon a cassé le cadeau. N'est pas l'heure de ma conversation avec Aviva. Mon quand Ariel a regardé mon cahier de projet.